Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace pour ce dimanche en politique spécial élection législative. 1 heure d'émission en direct et 2 débats aujourd'hui. Tout à l'heure vers 11h25, nous nous intéresserons à la 6e circonscription du Haut-Rhin. Mais pour commencer, on s'intéresse à la première circonscription du Bas-Rhin, celle également appelée Strasbourg 1. Repère géographique, on s'intéresse à la carte. Regardez, Strasbourg 1, c'est quartier centre, Orangerie, Königshofen, Haute-Pierre. Voilà pour le repère de cette première circonscription du Bas-Rhin. Ils sont 5 sur ce plateau. Éric Elkoubi, bonjour. Député sortant, Parti socialiste. Également avec nous Thierry Michels, bonjour. Candidat pour La République En Marche. Elsa Schalk, vous êtes investie par les Républicains et l'UDI. Bonjour. Également sur ce plateau pour le Front National, Andrea Didlot. Bonjour. Et Jean-Marie Brome pour la France Insoumise. Bonjour. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Avant de vous laisser débattre, on va entendre vos électeurs, ceux de votre circonscription. On leur a tendu un micro. Qu'attendent-ils de vous si vous êtes élu? C'est Alexandra Bucure qui les a rencontrés. La première circonscription du Bas-Rhin, urbaine et aux multiples visages, à l'image des attentes de ses électeurs. Une chose peut être importante pour un élu national, c'est de défendre et de conforter la place de Strasbourg comme capitale européenne. La priorité, c'est d'abord le projet de loi qui est en train d'être mis en place pour la moralisation de la vie publique. Donc j'attends de mon député qu'il soutienne ce projet de loi. Et la deuxième priorité, c'est, comme je l'ai dit, la relance du projet européen dès les élections allemandes qui auront lieu au mois de septembre. La première chose que je ferais en tant que députée, ce serait toujours auprès des enfants, auprès de l'éducation nationale, favoriser les pédagogies alternatives, tout ce qui concerne les pédagogies Montessori. Il y a des belles choses qui se font en ce moment dans quelques écoles et c'est vrai que je pense que c'est important que tous les enfants puissent avoir accès à ce genre d'alternatives. En tant que chef d'entreprise, actuellement, c'est vrai que ce qu'on recherche le plus et ce qu'on attend le plus, c'est plutôt quelque chose qui se dirige vers l'éducation, donc l'apprentissage, qu'on puisse revaloriser toute cette branche des métiers qui a été dévalorisée trop longtemps à notre goût et qui permettrait aux entreprises qui recherchent des apprentis de pouvoir évoluer, de pouvoir aussi amener ces étudiants à perdurer dans l'entreprise et leur apprendre un vrai savoir-faire pour toute leur vie, quoi. Je pense qu'il faut aider les gens qui ont des petites retraites, via la fiscalité en particulier. Peut-être moins taxer les retraités, ne pas augmenter la CSG sur les retraites. Ils ont des idées, des envies, ces électeurs de la première circonscription du Bas-Rhin, mais qui pour les représenter? Éric Elkoubi, vous êtes le député sortant, alors fraîchement élu, puisque vous avez été élu, vous, en mars 2016. C'était une législative partielle, suite à la démission d'Armand Young. Candidat du Parti socialiste avec un logo très petit sur vos affiches. Est-ce que c'est un peu compliqué à assumer dans le contexte actuel, le PS? D'abord, j'ai été élu en mai 2016. Pardon pour la date. Et mon logo n'est pas caché. Je m'inscris dans une démarche à la fois honnête et transparente. Honnête, c'est la fidélité à mes engagements, à mes valeurs, à une trajectoire, celle de Michel Rocard, celle d'Armand Young, social-démocrate, progressiste, réformiste, et puis transparente parce que je souhaite que le président de la République réussisse. Donc c'est pour ça que et vous je avez m'investirai. MP, majorité présidentielle sur vos affiches. Tout à fait, je m'investirai dans ce cadre-là pour être un député constructif, en défendant bien sûr mes valeurs humanistes. Alors il y a eu un petit événement strasbourgeois cette semaine. Le premier adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel, PS, a annoncé clairement qu'il rejoignait La République En Marche. Ça vous a surpris ? Écoutez, chacun fait et pense comme il se doit. Pour ma part, je m'adresse aux Strasbourgeois et aux Strasbourgeoises. Et je crois que les Français nous l'ont dit pendant l'élection présidentielle, les querelles d'appareils et les étiquettes ne sont pas leur préoccupation. Ils veulent un député de proximité, un député de conviction, un député d'action. Et c'est, je crois, dans ce sens-là que je m'inscris. Compte malgré tout, vous avez, on va dire, double étiquette. Et en plus, Alain Fontanel vous garde son soutien, alors à 50%. Avec vous, Thierry Michels, candidat de La République En Marche. C'est vous le vrai candidat République En Marche ?
Je voudrais d'abord dire un mot pour nos amis londoniens qui ont été durement frappés hier soir. En tant qu'Européens, on ne peut qu'être solidaires avec nos amis européens et nous sommes tous des Londoniens aujourd'hui, ce matin. Donc pour revenir à votre question, je suis le candidat qui incarne le projet présidentiel du président de la République en tant que candidat investi par la République En Marche. Vous êtes techniquement dans une situation pas très confortable finalement là. Si vous voulez, de mon point de vue, je me réjouis que d'autres candidats, d'autres forces politiques rejoignent les idées du président de la République. Mais en ce qui me concerne, j'incarne ce projet parce que j'en ai été à l'origine avec tous les membres d'En Marche. J'ai conduit la campagne présidentielle avec mes amis dans le Bas-Rhin pour porter Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et c'est ce qui me donne toute la légitimité, en fait, d'être ici comme le candidat de la majorité présidentielle. C'est vous qui incarnez ce renouveau annoncé, espéré par le nouveau président de la République. Une autre manière de faire du renouveau, c'est de donner la parole aux femmes, aux jeunes aussi. Alors Elsa Schalck, vous êtes la candidate investie par les Républicains et l'UDI. Si vous êtes élue députée, vous, dans quel rapport de force vous placez vis-à-vis du chef de l'État? Alors tout d'abord, je voudrais également m'associer et avoir une pensée pour les victimes de ce terrible attentat qui a eu lieu hier. La première des libertés, de nos libertés, est la sécurité. Ça montre qu'effectivement, l'une de nos priorités communes doit être la lutte contre le terrorisme. Je suis effectivement investie par la droite et par le centre. Je souhaite être une députée constructive, de proximité, mais fidèle à ma famille politique. Je n'ai pas besoin de m'inventer une étiquette politique qui n'existe pas. Je suis fidèle à la droite et au centre. Il y a un certain nombre de propositions pour lesquelles nous ne nous reconnaissons pas dans le projet d'Emmanuel Macron. Et d'autres dans lesquelles vous devez vous reconnaître, parce qu'il y a aujourd'hui dans l'équipe d'Emmanuel Macron des membres de votre parti. Exactement. Alors, je crois que sur la loi sur la moralisation de la vie politique, les choses doivent changer. Nos concitoyens attendent de l'exemplarité, de la probité de leurs élus, et je souhaite être cette députée de proximité, en notamment, et je suis la seule à l'avoir proposé sur ce plateau, de créer un conseil de circonscription pour que les concitoyens élaborent avec moi la loi. C'est ça être pragmatique, c'est ça de faire la politique différemment, en incarnant effectivement le renouvellement et d'avoir des élus qui sont ancrés dans les réalités, qui ont vraiment un sens des réalités. Sur l'échiquier politique, on sent quand même que vous êtes, on va dire, Macron-compatible, c'est devenu très à la mode comme mot. Finalement, nos deux autres candidats, ce sont ceux qui pourraient incarner, eux, l'opposition. Andrea Didlot pour le Front National, Jean-Marie Braun pour la France Insoumise. Andrea Didlot, vous vous définissez, vous, comme un candidat alors anti-système. Vous seriez un député d'obstruction, d'opposition systématique? Non, pas systématique. Vous savez, même sous le précédent quinquennat, il n'y a pas beaucoup de lois de bon sens qui ont été proposées, mais quand quelques-unes arrivaient, nos deux députés, puisque nous en avions seulement deux, les voter aussi. En revanche, je ne suis pas allé tout de suite voir les médias pour dire que j'étais Macron compatible et pour essayer de surfer sur la vague présidentielle. Vous auriez eu un peu du mal en même temps. J'aurais eu un peu de mal, mais vous voyez, on a quand même énormément de candidats qui arrivent, les trois qu'on vient d'écouter, qui nous disent on serait capable de travailler avec le président de la République. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire une opposition ferme, résolue, claire, constructive aussi, mais sur des idées souverainistes et patriotiques qui nous démarquent très clairement en fait de nos prédécesseurs. Jean-Marie Braun, on vous connaît, vous, essentiellement comme écologiste de longue date. Vous avez claqué la porte des Verts il y a quelques années. Et puis, on vous a vu vous engager auprès de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui, fondamentalement, aujourd'hui, vous fait porter les couleurs de la France Insoumise? Et c'est parce que les couleurs de la France Insoumise, ce sont mes couleurs aussi. C'est pas parce que je suis écologiste que j'ai rejoint la France Insoumise. C'est parce que la France Insoumise et avant elle, le parti de gauche, c'est quand même des émanations d'une partie des écologistes français. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le seul mouvement qui porte vraiment un projet écologiste, je ne parlerai même pas de l'indigence du programme sur l'écologie de M. Macron, c'est la France Insoumise. Et je voudrais quand même vous corriger un petit peu. On dit toujours, opposition n'est pas « nous serons constructifs ». Évidemment, une opposition est toujours constructive. Si cette opposition systématique, ça ne s'appelle même pas de l'opposition. Alors l'écologie, on va en parler aujourd'hui avec vous. Elle n'a pas eu une grande place dans la campagne des présidentielles. Elle s'invite un peu plus dans l'actualité ces derniers jours, notamment Nicolas Hulot, premier gouvernement de l'ère Macron, ministre de la Transition écologique et solidaire, ministre d'État. Est-ce que c'est un gage, Thierry Michel? C'est une preuve que l'écologie a sa place dans le programme d'Emmanuel Macron? Bien sûr, je pense que contrairement à ce qu'a dit M. Braun, l'écologie a toute sa place dans le programme du président de la République. Il suffit de voir comment le président a pris, suite à la renonciation aux accords de Paris par le président Trump, a pris le leadership du monde pour la transition écologique en s'adressant aux Français
et en anglais aux citoyens du monde. Et donc je pense qu'on est tout à fait ici sur une volonté d'aller de l'avant sur le progrès de la France, de l'Europe, du monde, dans le cadre de la transition écologique. Il y a un programme de 15 milliards d'investissements qui est prévu pour l'écologie concrète. Donc un des marqueurs, c'est l'isolation des passoires thermiques. 1 million de logements doivent être rénovés dans les 5 ans. C'est un enjeu écologique, c'est un enjeu social, puisque c'est souvent nos concitoyens les plus défavorisés qui vivent dans ces logements. Et c'est un enjeu également économique, puisque ça va créer de l'activité économique pour nos artisans et nos entreprises. André Dillot, vous voulez réagir. Effectivement, le président américain, lui, a dénoncé les accords de Paris. Vous comprenez sa réaction et qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont Emmanuel Macron a réagi? Je crois qu'il y a beaucoup de communication en fait, autour de ces sujets, aussi bien dans la nomination de Nicolas Hulot que dans les propos qui sont tenus par Donald Trump outre-Atlantique. Moi, ce que je crois, c'est qu'avant de faire de l'écologie, il faut réfléchir à notre système économique. Quand on est favorable, comme le sont les 3 candidats principaux, à un capitalisme sauvage, on ne peut pas être réellement écologique. Aujourd'hui, l'écologie, elle a besoin de local, elle a besoin de relocaliser l'économie, et ça me paraît essentiel. On a beaucoup travaillé aussi localement en Alsace, avec le collectif Nouvelle Écologie, à proposer des solutions, aussi bien en termes de relocalisation, je vous le disais, mais en termes de transition énergétique, des énergies carbonées, aujourd'hui, qui sont très dangereuses pour notre santé publique, vers des énergies nouvelles, des énergies vertes comme l'hydrogène notamment. Jean-Marie Braun, oui. C'est un beau programme écologique, non? Non, mais attendez, faut être sérieux. Alors oui, on peut admirer le tweet de monsieur Macron, qui maintenant espère pouvoir prendre la tête de l'action écologique mondiale pour le climat. Ça ne fera pas oublier, encore une fois, que la veille, il s'était glorifié d'avoir fait réfléchir M. Trump, ce qui fait que M. Macron a peut-être beaucoup à apprendre sur la politique étrangère encore, je pense. Et puis ça ne fera surtout pas oublier l'indigence, encore une fois, de son programme. Le programme, si nous regardons, cher M. Michels, les 10 propositions phares du programme du candidat Macron, le mot énergie, écologie, environnement n'y apparaissent pas. Tout d'un coup, on a vu apparaître un programme écologique avec des petits bouts piqués un peu partout. La rénovation des logements, c'est déjà dans la loi de transition énergétique. 15 milliards d'euros, on sait très bien qu'on ne pourra pas y arriver. Nous proposons beaucoup plus, et nous proposons surtout quelque chose qui est fondamental et qui, nous sommes les seuls à le porter, c'est la fameuse règle verte que nous voulons mettre dans la Constitution. Je vous rappellerai que cette règle verte, c'est, d'une part, ne pas consommer plus que la nature ne peut renouveler et ne pas produire plus que ce qu'elle ne peut absorber, ce qui veut simplement dire immédiatement, comme c'est une feuille de route, la fin des énergies fossiles, la fin du nucléaire et effectivement le respect de la nature. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, on a un point central chez nous. Rick El-Koubi, transition écologique, on en a entendu parler pendant 5 ans, il faut aller plus loin. Là. Comment vous inscrivez-vous sur ce programme ? Je crois que pendant 5 ans, un certain nombre de choses ont été réalisées, au-delà de la loi sur la transition écologique, au-delà des accords de Paris, au-delà d'un certain nombre de créations de 500 territoires à énergie positive, dont 8 dans le Bas-Rhin. Mais il faut aller plus loin. Et moi, je suis adepte de la preuve par l'action. Je suis adepte de la preuve par l'action. Et plus particulièrement, j'ai mis en place à Strasbourg avec Armand Young et avec l'équipe municipale le parc naturel urbain qui aujourd'hui marque aussi son importance dans la ville en nature et la nature en ville et qui permet aussi de donner d'autres exemples en matière de transition écologique et qui permet aussi de voir l'évolution de la ville différemment grâce à cette philosophie du parc naturel urbain. Je me suis d'ailleurs battu à l'Assemblée nationale pour obtenir un statut juridique des parcs naturels urbains en France, dont celui de Strasbourg bien sûr, et j'ai été le seul autour de cette table à voter la loi sur la biodiversité. Et j'en suis très fier. Elsa Schalk, si on épluche votre programme, on ne parle pas d'écologie. Alors si on en parle, puisque je crois que c'est une responsabilité que nous avons collectivement, nous avons toutes ces responsabilités. Il faut notamment renforcer les énergies renouvelables. C'est dans notre programme. Renouveler... À quel volume, à quel point? C'est plus de 20% dans le mix énergétique d'ici 2025. Ça, c'est une des premières mesures. La deuxième mesure qui nous paraît essentielle, c'est d'œuvrer
pour la santé environnementale, car on se rend compte que les enjeux environnementaux touchent au quotidien de nos concitoyens. Ici, à Strasbourg, parlons de la qualité de l'air, qui est un sujet que l'on entend souvent. Je mène une campagne de proximité et beaucoup de concitoyens nous entendent. L'une des propositions, c'est d'atteindre zéro charbon sous 5 ans dans la production énergétique française. Nous savons que ça pollue, nous savons que ça a des conséquences dramatiques au niveau de la santé. Et je crois que le sujet de la santé environnementale est l'une de nos préoccupations majeures. Excusez-moi. Alors, le coût des centrales au charbon, il est très amusant. Hein. C'est très amusant. Tout le monde veut fermer les centrales au charbon. Oui, parce qu'on produit encore du courant électrique avec du charbon aujourd'hui. C'était dans les accords de la COP21, les accords de Paris. C'était dans la loi de transition énergétique. Et l'an dernier, M. Hollande a dit, écoutez, on ne va pas pouvoir les fermer tout de suite parce qu'il y a le problème de l'emploi. Et aujourd'hui, on repousse à 5 ans. Alors c'est très bien de prendre des décisions, de prendre des actions, de mettre des chiffres en œuvre. Mais on constate aujourd'hui que la volonté politique n'y est pas. On est toujours à repousser. Repousser, sans rien faire. Fermer les centrales au charbon, est-ce que vous savez combien d'emplois ça représente? 0. Pourquoi? Parce que ce sont tous des fonctionnaires EDF, en moyenne ceux qui y travaillent, et donc la décision, elle peut être prise en 40 secondes et pas en 5 ans, excusez-moi. Et votre position sur Fessenheim? Parce que moi, j'ai souhaité qu'on ferme Fessenheim avec mon prédécesseur Armand Young. Nous avons été dans les premiers et nous n'avons pas toujours été soutenus par celles et ceux qui auraient dû soutenir cette proposition. Et je crois que là aussi, pour faire comme les Allemands, il faut aller plus loin dans le cadre de la transition écologique. Si vous commencez gentiment, Jean-Marie Braun, vous avez beaucoup de temps d'avance. Oui, mais si vous commencez à parler d'énergie ou de Fessenheim, je vais vous corriger toutes vos bêtises. Hein. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose donc, sur la fermeture de Fessenheim qui est actée. Je pense qu'on a une opportunité extraordinaire de convertir cette région, ce bassin d'emploi, en un pôle d'excellence et d'innovation pour les nouvelles formes de production d'énergie et de sortir du mode centralisé qu'on a connu pour des modes de production locale. Et l'appel du président de la République aux chercheurs américains de venir en France, adossé au plan de transition énergétique de 15 milliards. Vous pensez qu'ils vont arriver en masse? Oui, je pense qu'ils viendront, parce que je pense qu'il y a la région, l'Alsace, c'est une région dans laquelle il y a effectivement des compétences très importantes. Nous sommes dans une zone transfrontalière, donc il y a également les universités allemandes et suisses. Et là, il y a une opportunité extraordinaire que nous avons pour effectivement transformer cette transition énergétique qui est effectivement vue pour certains comme difficile en une opportunité de conquête, de s'inscrire dans l'avenir. Et c'est ça que porte le président de la République. C'est-à-dire de dire, voilà, nous pouvons faire mieux. Demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Nous en avons les capacités dans notre beau pays. Et si les citoyens, avec le gouvernement, se mettent en marche, on peut réaliser des choses extraordinaires dans ce pays. Alors, quelles sont vos propositions concrètes à Strasbourg en matière de toute façon, vous êtes interchangeables. Les mêmes que les vôtres que qui? C'est systématiquement les mêmes que les vôtres. Vous avez les mêmes propositions en termes d'écologie comme pour le reste. Vous êtes totalement interchangeables. Pour revenir sur cette question de Vous revendiquez la même étiquette d'ailleurs. À titre personnel, je regrette ces décisions de fermeture. C'est une décision de pur affichage et finalement très révélateur de la méthode dont François Hollande a gouverné ce pays pendant 5 ans. C'est une décision qui s'est prise sans aucune concertation, une décision qui a été imposée, qui a d'ailleurs été imposée contre l'avis de l'Agence de sûreté nucléaire. Je crois, contre la décision de l'Agence de sûreté nucléaire. Et à un moment, il faut arrêter sur ces questions d'agir finalement par dogmatisme et par idéologie. Il faut avoir des réponses concrètes, des réponses efficaces. Et lorsqu'on parle effectivement de l'implication de la région, oui, la région est impliquée sur ces questions en développant notamment le photovoltaïque, en développant des programmes avec nos partenaires européens, avec les Allemands, la Suisse. C'est le projet Offensive Science. C'est des projets très concrets qui se réalisent et qui se réalisent quotidiennement dans notre région et pour lesquels nous sommes pleinement investis. André Dillot. Je crois que sur le sujet de Fessenheim précisément, il y a beaucoup de communication à nouveau des deux côtés. Il faudrait soit fermer, soit pas fermer. Voilà, je crois qu'il faut arrêter. Beaucoup d'inquiétudes sur le terrain aussi. Oui, non, mais tout à fait, et à juste titre. Et je vous dis, je crois qu'il faut sortir de cet exemple qui a été érigé médiatiquement en symbole pour parler d'écologie au sens large. Quand on parle d'écologie, il faut parler des énergies qu'on va proposer demain et comment on va les proposer. Aujourd'hui, on sait faire l'hydrogène. On a des voitures françaises produites par Renault
qui savent faire des voitures qui roulent à l'hydrogène. Donc il faut promouvoir cette filière qui peut être une filière d'excellence et de développement économique aussi pour notre pays pour demain. On va changer de sujet. Autre chantier qui est assez rapide là, de la part de la nouvelle équipe élue, c'est la question de la moralisation de la vie politique, cette grande ligne de loi de confiance qui a été présentée par le garde des Sceaux jeudi. Alors parmi les mesures remarquables, rapidement, l'interdiction d'embaucher des membres de sa famille par des parlementaires ou des ministres, suppression de la réserve parlementaire, limitation à 3 mandats successifs pour les élus. Vous la votez les yeux fermés, cette loi, les uns les autres ? Bien sûr, je la vote, puisque je me suis déjà engagé en tant que candidat investi à respecter toutes ces règles. Je trouve qu'en particulier, l'idée, par exemple, de supprimer la réserve parlementaire et d'en faire un fonds pour le développement des territoires, je trouve que c'est une excellente idée, puisque ça va remettre de la priorité là où on en a besoin, puisque effectivement, il faut organiser les choses par rapport aux besoins légitimes et réels. Et je voulais revenir sur le commentaire de Mme Schalck sur la construction du conseil de circonscription. Et je voulais dire qu'En Marche fonctionne comme ça, c'est l'ADN d'En Marche. Le projet présidentiel a été construit comme ça. Et donc, nos conseils de circonscription, nous n'avons pas attendu l'idée des Républicains pour en créer un. Il existe déjà. Et je dirais, le président de la République veut même aller plus loin. Il propose des conventions démocratiques citoyennes dans toute l'Europe, pour que les citoyens se réinvestissent la politique au niveau européen. Et de là vont sortir des nouvelles orientations auxquelles les pays pourront souscrire. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est que nous sommes portés déjà par cet engagement très fort des citoyens et par un engagement que les gens ont. Et pour moi, si vous voulez, la politique, ce n'est pas un métier, c'est d'abord un engagement, c'est servir nos concitoyens. Et on sent aujourd'hui la volonté des gens que nous rencontrons dans la rue, la volonté de s'associer à ce grand mouvement, parce qu'ensemble, nous pourrons tous réussir et nous pourrons faire réussir tous les enfants de France. On est parti un peu loin du sujet de la moralisation de la vie publique. Alors, rapidement, tour de table, vous la votez cette loi, vous la votez pas? Non, mais je crois que la première des exemplarités pour un député, c'est l'efficacité, c'est de faire ce pourquoi on a été élu, c'est de respecter nos engagements, ce que les autres n'ont pas fait. Sa famille mais ça aussi, si vous voulez, le problème c'est que là, très clairement, c'est une loi qui est présentée par des gens qui ne sont pas crédibles pour le faire. On voit bien que dans le gouvernement, il y a M. Ferrand, il y a M. Bayrou qui a été mis en examen, il y a Marielle de Sarnez qui a aussi des petites histoires. Tous ceux qui veulent se faire plus blanc que blanc, on n'a pas été jugé coupable. Donc permettez à la justice de faire son travail. D'ailleurs, je crois que oui, on est bien d'accord. Donc vous la votez pas cette loi? J'attends de voir ce qu'il y aura concrètement dans cette loi, parce que pour l'instant, on ne sait pas précisément, comme toujours avec Macron. J'aimerais juste donner un exemple local, si vous permettez, sur la circonscription. Je crois que ce n'est pas, par exemple, le cas de M. El Koubi qui a mis le feu à des poubelles en état d'ébriété il y a quelques années. Ce n'est pas ce personnage-là qui va pouvoir le mieux représenter l'exemplarité de la République. Et donc voilà, je crois que Strasbourg a besoin d'un peu mieux qu'un député délinquant. Vous êtes absolument digne de vous-même, Monsieur Didlot, et vous répondez absolument clairement à l'idéologie extrémiste et de rejet de votre parti. Je voudrais, Madame, si vous me le permettez, bien sûr que je la voterai. Non seulement je la voterai, mais en plus, je pense qu'il faut accentuer la moralisation de la vie politique. Aller encore plus loin, c'est-à-dire encore plus loin que ce qui a déjà été fait. Je voudrais quand même rappeler que la mise en place du parquet national financier, c'est le gouvernement précédent. Je voudrais rappeler que la déclaration de l'ensemble des assistants parlementaires, c'est le gouvernement précédent. Je voudrais rappeler aussi la mise en place en ligne des déclarations de patrimoine. Mais la moralisation de la vie politique passe aussi par la transparence de l'action. Et je dois dire que j'ai édité, bien sûr, un bloc-notes, un récapitulatif de l'ensemble de mes interventions à l'Assemblée nationale pour montrer aussi ce que je fais, parce que ça passe aussi... Ces informations sont accessibles à tout citoyen sur le site de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et ça passe curieux peut aller vérifier. Ça passe aussi par là, ça passe aussi par un engagement très fort, au-delà de la réserve parlementaire qui est un petit peu une mesure
mesure, j'allais dire, de publicité, de communication, sauf si on la remplace, si on la remplace effectivement par un fonds de soutien national, et c'est ce qui est proposé dans le projet de loi du gouvernement. Et donc je voterai dans tous les deux sur voilà, il vous reste du temps. Elsa Schalck, vous la votez cette loi? Je crois qu'il est important de moraliser la vie politique. Il est aussi important de renouveler la vie politique, d'avoir de l'oxygène dans notre système politique, car ce qu'attendent les concitoyens, c'est de la modernisation. C'est la modernisation. Enfin, Monsieur El-Koubi, vous étiez adjoint au maire, conseiller départemental, assistant parlementaire, et maintenant député. De toutes mes fonctions exécutives pour être un député. Sauf au département, alors que être député, c'est un député à 100%. Vous êtes encore au département, vous oubliez d'ailleurs de le préciser, vous êtes encore au conseil départemental. Oui, Madame la vice-présidente de la région, Madame la conseillère municipale de Strasbourg. J'ai pris l'engagement d'être député à 100%, c'est-à-dire de démissionner automatiquement de mes mandats au niveau du conseil municipal et au niveau de la région. Je me suis rendu compte que les blocages de notre système est trop compliqué, proviennent de la loi. Je suis aussi avocate à côté, j'ai le sens des réalités, et je pense effectivement qu'il faut moraliser, c'est-à-dire plus d'exemplarité, plus de probité, mais il faut associer les concitoyens. J'entends effectivement le discours de M. Michel, sauf que ce que je propose est totalement différent et totalement inédit. Un conseil de circonscription pour élaborer avec les habitants, mais également avec les professionnels, les différentes lois. Également, une autre chose, je suis favorable à la majorité d'idées au sein de l'Assemblée nationale. Je m'explique. À l'heure actuelle, les députés votent en fonction des consignes de vote qui sont données par leur groupe parlementaire. Leur liberté. Par leur groupe, la plupart du temps, la grande majorité, c'est ça. Je souhaite, en fonction des propositions de loi, que justement les députés puissent voter en fonction de la réalité, en fonction de leur circonscription et en fonction de leurs convictions. C'est ça aussi, faire de la politique différente. Un député rend des comptes à la population, au peuple qu'il a élu, et pas aux formations cette loi politiques. De moralisation, dite loi de confiance. Oui, vous la voteriez? Va s'appeler loi de confiance. Écoutez, c'est le genre de loi qu'on ne peut pas ne pas voter. Mais par contre, nous mettrons beaucoup d'amendements dans ce type de loi, parce qu'effectivement, elle ne va pas assez loin. Bon, je passe sur les bonnes choses, comme la Cour de justice. C'était prévu depuis 2011, quand même. Quand même pas croire qu'on a tout inventé. À propos de l'embauche par la famille, c'est pas le problème. Le problème n'est pas que M. Fillon ait embauché sa femme. Le problème, c'était un poids fictif. Et tant que nous n'aurons pas une réelle convention collective avec les assistants parlementaires, parce que ça n'existe pas, leur travail n'est pas défini. Tout le monde soit payé de la même manière, non, avec une que le travail salaire. soit défini et qu'il y ait un système qui existe dans toutes les entreprises, même dans la fonction publique, de rapport d'activité et d'évaluation de l'activité. Ça, c'est de la moralisation, d'accord. Je passe sur le reste, la réserve parlementaire, etc. Il y aurait beaucoup à dire. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et plutôt que de la morale, j'appellerais ça de l'éthique parlementaire. Et je suis désolé d'avoir à ma droite deux personnes qui ne partagent probablement pas mon éthique, puisque mon éthique, c'est d'avoir effectivement un mandat, mais c'est aussi d'avoir un mandat et un seul. Et quand on se présente à une élection et qu'on y est élu, c'est un engagement moral avec ses électeurs, et on ne leur dit pas au bout de 2 ans, écoutez, je vais aller faire autre chose, c'est plus intéressant pour moi. Si nous sommes élus, Martine Crémel et moi, vous ne nous verrez pas dans 3 ans courir à la mairie de Strasbourg. Un mandat, un engagement, une durée. André Didlot, un mot là-dessus, un mandat, un seul? Oui, je pense que c'est une bonne chose, c'est ce que les gens donc attendent. Vous-même aussi, vous démissionnez des autres mandats? Tout à fait. C'est pas un peu gênant, effectivement, de s'être engagé sur un mandat et puis de se dire je vais ailleurs, je vous abandonne, il s'avère que ce qui arrive assez régulièrement. Il s'avère que j'ai été élu aux élections régionales en 2015, mais c'est un scrutin de liste, donc j'ai une remplaçante qui prendrait ma place, comme ça a été signifié. Je l'avais signifié déjà l'an dernier, d'ailleurs, lors de l'élection législative partielle, et je compte, moi aussi, contrairement à M. El-Koubi, me consacrer à plein temps à mon mandat de député si je suis élu. Bien, on arrive à la fin déjà de votre temps de parole aux uns et aux autres. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle que les scrutins des élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin. Évidemment, vous n'êtes pas tous les candidats de cette première circonscription du Bas-Rhin présents dans ce plateau. La liste complète, vous allez la découvrir à présent. Voilà, tous les noms des différents candidats qui se présentent sur cette première circonscription du Bas-Rhin. Liste complète que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site internet. Messieurs, dames, vous allez quitter ce
studio et assez rapidement pour laisser la place, attendez une seconde, à vos six candidats de la 6e circonscription du Haut-Rhin. Le temps pour vous de regarder ce sujet qui donne la parole aux habitants du territoire, qui s'étend donc au nord et à l'est de Mulhouse. A tout de suite. Merci. 6e circonscription du Haut-Rhin, une terre de contraste. De Mulhouse-Nord, l'un des territoires les plus pauvres du département, à l'un des plus riches, le secteur de Sierentz. Que feraient les électeurs s'ils étaient députés? Alors ce que je ferais un mode de garde plus facile pour les tout petits enfants. Ça veut dire que dès qu'on veut reprendre le travail après les 10 semaines, on est tout de suite quelque chose qui nous permet de faire garder le petit assez facilement tout au long de l'année en fait. Avoir aussi plus de parcs, de choses pour les tout petits, pour qu'ils puissent s'amuser, pour qu'on puisse se détendre, se balader, qu'on ne reste pas enfermé entre 4 murs. Voilà. J'augmenterai le SMIC. Parce qu'on ne peut aujourd'hui concevoir un SMIC qui est de l'ordre de 1100 et quelques euros. Comment peut-on vivre avec une somme pareille si on veut partir en vacances, où il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même plus partir en vacances. Et au niveau ce que je ferai également, c'est, je défendrai les patrimoines dans nos régions. Par exemple, chez nous, ici, le patrimoine de la potasse qui est... Il faut dire quand même que la potasse, elle a fait vivre la région, la France. Donc déjà, par rapport à ma profession, j'améliorerai les conditions de travail. Par rapport à toutes les contraintes, mon salaire, par la même occasion. Donc je changerai les conditions de travail. Par exemple, j'ai l'exemple comme en Suisse, où tout ce qui est charge lourde est transporté par des machines et des engins de chantier. Et en France, tout doit être transporté de nos bras ou de nos dos. Et donc moi, à 22 ans, j'ai une déformation de la colonne vertébrale et des lombaires. Je mettrai l'accent sur l'éducation, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça va être les adultes de demain. Et il est vraiment important qu'on donne confiance aux jeunes et qu'on leur apprenne à lire, à écrire la base pour qu'ils puissent s'en sortir plus tard. Le problème, je pense, c'est qu'on change trop souvent. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il doit pondre une nouvelle loi et une nouvelle manière de travailler et on change tous les livres. Ça coûte très cher à tout le monde, mais c'est changé tous les 2-3 ans. Il n'y a aucune continuité dans notre mode de fonctionnement. Il n'y a pas de vision à long terme. Ils ont été d'une efficacité redoutable. Les voici, tous en place, un peu serrés. Vous êtes 6. Bienvenue. On est en direct encore pour 25 minutes de débat, donc sur la 6e circonscription du Haut-Rhin. Dans ce studio, le député sortant, Francis Hilmeyer, investi par l'UDI LR. J'avais un ordre pour vous présenter que j'ai complètement oublié. Lara Millon, excusez-moi, candidate. Alors, vous êtes dissidente LR. Bruno Fuchs, candidat pour La République En Marche. Bonjour. Pour le Front National, on retrouve Sylvain Marcelli. Bonjour. Et enfin, pour La République En Marche, pour France Insoumise, Philippe Dufaux. Excusez-moi, j'ai oublié de noter l'ordre, pour ne pas confondre l'ordre de présentation. Ça arrive en tout cas. Bienvenue à tous les 6. Et vous venez d'oublier Pierre Para, candidat du Et Pierre Para, voilà. Et voilà, le 6e. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pris le bon papier, ça arrive. Bienvenue, on va commencer par une explication de texte des uns et des autres pour bien comprendre en fait les ambitions politiques de chacun. C'est pas toujours simple de s'y retrouver pour les lecteurs. Francis Hilmeyer, vous êtes candidat à votre réélection. Vous visez un 5e mandat. Alors, ce n'est pas un record haut-rhinois. Votre collègue Jean-Luc Reiser, dans la 3e, en vise un 7e. Et le record de France est à 9. Est-ce que c'était bien raisonnable, malgré tout, de repartir au combat? Je rectifie légèrement. Parce qu'en fait, je vise effectivement un 4e mandat plein. Car j'ai fait un mandat partiel en 2000 en succédant à un député qui a été invalidé. On va dire 4,5 alors. Alors, disons 4, pas tout à fait et demi. Mais peu importe, il fallait quand même le préciser. Effectivement, je brigue ce mandat pour une raison simple, c'est que je me suis parfaitement investi dans les mandats précédents et que j'ai trouvé ma place. Si vous avez lu l'article de Capital du mois d'avril, vous aurez vu l'article qui disait « Ces députés qui bossent et ces députés qui glandent ». Et je suis dans les 150 députés les plus travailleurs et les plus actifs, donc ce qui m'a donné effectivement l'envie de poursuivre. Je suis également 9e sur le podium des contribuables associés, ce qui est également une référence en matière d'économie, fiscale, d'économie en règle générale. C'est ce que souhaitent d'ailleurs les Français aujourd'hui. Vous avez face à vous une candidate alors LR dissidente, Lara Millon. On m'a raconté que vous aviez, Francis Hilmeyer, proposé à Lara Millon d'être votre suppléante. Est-ce que c'est vrai ?
Alors effectivement, nous en avions parlé il fut un temps, et puis Madame Billon a préféré partir sur sa propre initiative. Sa propre initiative, y aller coûte que coûte, au risque de diviser les voix de la droite, Salah Ramillon ? Écoutez, aujourd'hui, on est dans la transformation de la vie politique, si on ne l'a pas compris, et je pense que l'élection du président le montre bien. Les citoyens, les électeurs veulent des nouveaux visages, de la transparence, de la modernisation. Moi, je suis la seule candidate de droite, parce que, comme tout le monde le sait, Francis Hoylmeyer est de l'UDI, et aujourd'hui... C'est pas la droite, l'UDI ? Alors... Aussi, très largement. C'est le centre droit. D'accord ? Investi par les Républicains. Oui, qui est alors le parti justement, de droite. non, mais bien entendu, je continue. Je me suis mis en réserve du parti. J'ai toujours été élue comme candidate LR, mais aujourd'hui, il y a un accord national qui dit que tous les UDI sortants, eh bien, ont l'investiture, on ne se pose pas de questions, ont l'investiture UDI et LR. Et je pense que je voterai avec plaisir le projet de loi de la modernisation de la vie politique, parce que je pense que 3 mandats, ça suffit consécutifs. Si on n'a pas fait ce que l'on voulait faire en 3 mandats, voire en 4 ou en 3,5, c'est toi qui vois, etc., on ne va pas le faire lors d'un 5e mandat. Ramillon, vous auriez pu éventuellement être une candidate République En Marche ? On me l'a proposé. Oui, Non, on me l'a proposé, évidemment. Vous l'avez refusé aussi ? Je l'ai refusé. Je l'ai refusé parce que je ne suis pas opportuniste. Parce que je suis de droite, parce que je défends les valeurs de droite, et parce que c'est la tendance en ce moment. Il y a certaines personnes qui vont, vous le savez très bien, moi, Bruno Le Maire, que vous aviez soutenu lors de la primaire à droite, est entré au gouvernement. Totalement. Alors moi, j'ai de très bons rapports amicaux avec Bruno Le Maire. Il a fait son choix, ce n'est pas le mien. Très bien. Il y a donc un vrai candidat investi République En Marche. C'est vous, Bruno Fuchs. Vous vous définissez comme centriste de gauche, d'après ce que j'ai pu lire. Il y a voilà, quelque chose qui vous colle un peu à la peau. Je dois vous poser la question. Fuchs, c'est un nom bien de chez nous. Mais alors, s'il y a un point commun de tous les candidats là, c'est qu'ils vous considèrent tous comme un parachuté. Celui qui arrive de Paris, qui a certes des origines alsaciennes. Votre nomination, enfin votre désignation en tant que candidat a fait couler beaucoup d'encre et a créé beaucoup de déçus. Localement. J'entends. D'abord, le débat qu'on vient d'entendre à l'instant est l'illustration exacte de la politique telle qu'il ne faut plus la faire. Il faut un renouveau en politique. La France et l'Alsace se meurent du combat partisan, la droite, la gauche. Nous, on veut un renouveau en politique. On a pris les meilleurs à droite, les meilleurs à gauche. On a un programme et il faut aller de l'avant. Il faut faire avancer ce pays. Alors, sur votre désignation. Écoutez, moi, je veux bien. Là, on est en train de faire de la politique politicienne. Les gens ne veulent pas ça. Ma famille est ancrée sur ce territoire depuis 2 siècles et demi. Si vous voulez que je sorte l'arbre généalogique. Moi-même, je suis né ici. Je suis champion du Haut-Rhin d'athlétisme. J'ai joué aux échecs ici pour le club d'athlétisme, des échecs. Enfin, donc, je ne veux pas rentrer dans une polémique absolument stérile. Je pense qu'on méconnaît aussi le rôle de député en disant ça. Un député, ça a 2 pieds. Ça a un pied dans sa circonscription, dans son territoire. Et moi, je connais bien ce territoire. J'ai vécu. Ma sœur habite là, ma nièce est élue à Lutterbach, etc. Enfin, c'est un débat qui n'a pas de sens. Un député, ça a 2 pieds. C'est un pied dans la circonscription, et je vais voir que cette circonscription est en plein déclin, l'Alsace est en plein déclin. C'est la raison pour laquelle moi je me suis investi. 30% des personnes à Mulhouse vivent en dessous du seuil de pauvreté. La région est la première région en 15 ans qui a augmenté son taux de chômage. On est passé de 4,8 à 9,8. On a une région qui est aujourd'hui déficitaire en termes d'exportation. Donc la politique menée jusqu'à présent par les élus ici est une politique qui amène au déclin. Donc je me suis engagé, moi, pour éviter ça. Quand vous êtes amoureux de l'Alsace, quand vous êtes alsacien, amoureux de l'Alsace, vous souffrez de voir cette Alsace en plein déclin. Donc moi, j'ai 2 pieds. J'ai un pied en Alsace et un pied à Paris. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes député, il faut porter haut et fier les couleurs, l'identité alsacienne, et il faut être entendu du gouvernement. Si vous n'êtes pas entendu, vous n'avez pas d'efficacité. Aujourd'hui, les Corses sont une région, les Bretons ont une région, les Alsaciens n'ont pas de région. Je crois aussi qu'il faut être installé dans sa circonscription. Pierre Para, donc candidat pour le Parti Socialiste. Donc Pierre Para, candidat du Parti Socialiste. Donc évidemment, le Parti Socialiste, suite aux élections présidentielles, a été un petit peu mis à mal, en déconfiture. Vous n'êtes que 2 candidats dans le Haut-Rhin. Qu'est-ce qui se passe ? Personne ne veut y aller ? Aujourd'hui, donc, il y a effectivement donc, une défection de la classe politique générale qu'on constate à travers le pays. Quelques grands politiciens locaux n'ont pas souhaité se positionner. Néanmoins, il y a, dans le cadre du renouvellement politique au Parti socialiste et des différents courants qui s'entendent, on a bien compris ce qui se passait
vis-à-vis de la population. Et donc quelques jeunes, dont je fais partie, je ne suis pas un jeune par l'âge, mais un jeune en politique, ça fait que 3 ans. Donc je suis aujourd'hui en politique, je suis élu à la ville de Wittenheim. Côté d'Antoine Homé. C'est ça, tout à fait. J'ai été candidat par le passé. Exactement. Et donc ce que je souhaitais dire, c'est que moi j'ai 35 ans de travail derrière moi. Je viens de l'industrie, je suis un enfant du pays. Je connais bien, je suis systématiquement sur le terrain, comme peuvent l'être d'autres députés, notamment Francis Hilmeyer, qui parcourt l'ensemble de sa circonscription depuis de nombreuses années, que je respecte beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que... Pourquoi vous engagez pas à gauche à ce moment-là? Oui. Vous avez l'air d'être content du travail de... Non, je pense qu'il a fait du bon travail. Vous savez, la politique et la démocratie, c'est ce qui fait la grandeur de la France aujourd'hui. Donc il faut continuer sur cette voie-là. Les courants sont ce qu'ils sont. De temps en temps, les Français ont le droit de penser différemment, s'engager vers d'autres voies. Et j'espère instaurer à l'avenir cette progressivité, cette progression, ce qui a toujours été le fait du Parti socialiste. Ça a toujours été des courants. Vous vous situez où dans le Parti socialiste? Plutôt Hamon, plutôt Valls? Je suis plutôt centre-gauche. Vous êtes plutôt centre-gauche, qui vous rapprocherait éventuellement de M. Fuchs. Ne me donnez pas cette étiquette de centre-gauche qui n'a pas de sens. Je n'ai jamais été encarté dans un parti politique. Si, je n'ai jamais été encarté dans un parti politique. Vous étiez proche de Jean-Marie Bockel un certain temps? À un moment, on a le droit d'être proche des uns ou des autres, ou d'espérer un moment en 2000 qu'il y ait une voix nouvelle qui se porte, et Jean-Marie Bockel incarnait cette voix nouvelle. Je ne suis pas resté très longtemps. Je n'ai jamais eu de carte. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, je suis un professionnel, et je ne suis pas un professionnel de la vie politique. Je veux que les choses soient claires. Ne me donnez pas à moi des étiquettes qui sont des étiquettes de caricature. Mais ce que je souhaitais dire quand même, dans le cadre donc, du renouvellement politique au Parti socialiste, moi je me suis inscrit donc, dans cette démarche de progression. Et pour ce faire, j'ai réussi donc à convaincre et à apporter donc à l'ensemble des partenaires du parti de dire je vais rentrer avec moi au travers de ma suppléante, quelqu'un qui vient de la société civile, parce qu'il est important aujourd'hui d'avoir une dynamique non seulement politique classique, mais également d'avoir une écoute et un travail constant avec la société civile. Et c'est dans ce cadre, j'ai une suppléante qui n'est pas encartée et qui rentre également dans le débat politique tel qu'on peut... On va donner la parole à ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Restons à gauche. Philippe Dufaux, donc vous êtes, candidat de la France Insoumise, parti mouvement qui a fait d'assez bons scores, alors de manière... divers, c'est-à-dire territoire contrasté, des scores en ville, moins à la campagne. Vous partez divisé, le Parti communiste fait bande à part. Oui, bon, ça, c'est pas un souci, ça. On a un pacte de non-agression entre le Parti communiste et la France insoumise. Après, ils ont décidé de se présenter, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ma candidature a pour volonté de construire un groupe parlementaire le plus puissant possible, le plus fort possible, pour qu'il serve de relais efficace aux luttes sociales qui ne manqueront pas du fait du programme du nouveau président, qui veut abroger la loi El Khomri. Ça sera notre thématique de tout à l'heure, c'est très bien. Voilà. Oui. Et par rapport au clivage gauche-droite, etc., c'est vrai que les alternances de ces dernières années ont montré que ce clivage gauche-droite n'est plus pertinent, puisque droite et gauche ont finalement mené les mêmes politiques, et que le clivage... Jouer un rôle d'opposition à gauche, mais vous voyez bien que les perspectives, pour l'instant, ne vous donnent pas trop on verra. Raison. Ce sont les électeurs qui décideront. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai clivage se situe entre ceux qui veulent se maintenir dans ce système et ceux qui veulent en sortir d'un système qui favorise l'accumulation stérile de richesses, de capitaux, par une toute petite minorité. On sait qu'il y a 1% de la population mondiale qui possède autant que le reste, 62 personnes qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, et en France, 10% des plus riches qui ont capté l'essentiel des croissances de ces 3 dernières décennies. Donc il y a ceux qui veulent sortir de ce système et ceux qui veulent y rester en s'appuyant sur des théories économiques du néoconservatisme qui ont abouti à la Grande Dépression de 1929, à la Grande Crise de 2008. Très bien. Sylvain Marcelli, candidat pour le Front National dans une 6e circonscription, alors qui sur le papier, on pourrait dire, vous serez plutôt favorable, le bassin potassique, secteur de Sierentz. Pour autant, un discours qui est un peu plus flou. Vous vendez quel programme là? Vous êtes Le Pen, Philippot, vous vous présentez comment? Moi, je défends un programme du Front National et surtout, je serai le candidat du localisme. Le localisme, peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure, c'est une alternative au modèle ultra-libéral et totalement dérégulé qui est défendu par l'intégralité de mes adversaires, en tout cas éligibles, qui ont le même projet économique avec toutes les catastrophes en termes d'emploi que ça sous-entend, avec la régression sociale que ça entraîne, la régression environnementale. Moi, je suis une candidature d'espoir. Je suis là pour proposer un modèle alternatif qui est favorable non seulement à la création de richesses, tout en respectant le travailleur et l'environnement.
Au Front National, vous partez divisé dans la 6e. Il y a une Non, pas candidature, du tout, madame. il y a une candidate dissidente qui est issue des comités Jeanne, soutenue elle par Jean-Marie Le Pen. Il y a ça. également une candidature Debout la France. C'est lisible ça pour les lecteurs? Écoutez, effectivement, la personne que vous venez de citer tente d'usurper l'étiquette FN, c'est un petit peu la rançon du succès. Néanmoins, il n'y a qu'un seul candidat qui est soutenu par le Front National et par le Rassemblement Bleu Marine. Donc, bon, j'ai pas de commentaire à faire sur cette candidature, qui n'est pas une candidature dissidente, puisque c'est le comité Jeanne. Oui, c'est le comité Jeanne au secours, qui n'est pas du tout le Front National, c'est un autre Qui n'est pas le Front parti. National, qui a été fondé par Jean-Marie Le Pen. Donc, Oui, qui a été exclu du Front National, tout comme Madame Frey d'ailleurs. Madame Frey, qui est la candidate de ce Qui a été exclue du Front National, tout à fait. Donc c'est une candidature parmi tant d'autres. Il y a 16 candidatures de toute façon dans cette élection. Aujourd'hui, je suis la seule force politique capable de tenir tête au candidat Macron et le seul capable de remporter sur un projet alternatif de localisme. Mais celui que je viens de décrire. Vous parlez beaucoup au Front National, vous critiquez tout ce qui a été fait ces 30 dernières années, mais à chaque fois qu'on essaie de creuser avec vous votre programme, on trouve rien. On a beau tourner les pages, on trouve rien. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un programme localiste, de justice sociale et de progrès environnemental. Pour s'opposer au président Macron. Moi, ce que j'aime bien, la France insoumise aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je suis le seul candidat éligible aujourd'hui à pouvoir remporter la victoire face au candidat Macron. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle. Il a très bien été décrit tout à l'heure. Ne parlez pas tous en même temps. Un pied dans sa circonscription et un pied à Paris. Le localisme, c'est ça. C'est d'être sur le terrain. Être à Paris pour faire son travail de parlementaire, et il ne faut jamais confondre. Le parlementaire ne peut pas avoir lui-même de programme. C'est un programme gouvernemental qui se met en place. On est soit pour, soit contre. Mais un parlementaire qui vient dire j'ai un programme, c'est juste de la bêtise. C'est presque. On a un programme de parti politique. Le député doit avoir des priorités. Alors, vos priorités, on va en parler en matière d'emploi, s'il vous plaît. On l'a entendu tout à l'heure, la thématique de l'emploi, s'il vous plaît, on va revenir. Monsieur le maire nous dit qu'en fait, non, mais là, vous parlez tous en même temps, on vous entend plus. Vous vouliez du débat. Je voulais du débat, c'est très bien. Cela dit, non, mais s'il vous plaît, Larmian, on va revenir à la thématique quand même que je vous ai proposée à tous, qui est celle de l'emploi, la question des salaires, l'augmentation du SMIC. On a entendu tout à l'heure les électeurs de votre circonscription en parler, avoir des questions là-dessus. On va échanger sur vos propositions. Alors, peut-être pas vos programmes, mais vous avez forcément tous des idées. Premier gros chantier annoncé, c'est la réforme du Code du travail. Bruno Fuchs, est-ce que le fait que le président Macron va y aller très très vite, ça ne peut pas aussi effrayer les électeurs? Non, il veut aller très très vite sur les mesures fiscales qui sont de l'ordre du gouvernement et de l'Assemblée. Donc ça veut dire, par exemple, pour un smicard aujourd'hui, une personne qui touche le SMIC, l'équivalent de 100 € net par mois de plus dans son portefeuille, c'est-à-dire un 13e mois, avec un ensemble de mesures que l'on peut détailler si vous voulez. Donc ça, c'est des mesures qui peuvent prendre... Vous avez déjà du temps d'avance. Très bien. C'était des éléments très rapides et très tangibles. Ensuite, sur le droit du travail, effectivement, il veut aller très vite, mais il va le faire en concertation avec les parties prenantes. De juillet-août, quoi. Mais non, c'est la concertation qui est annoncée. Pas de la concertation par ordonnance. Par ordonnance. En plus. On appelle pas ça sur un sujet aussi important. C'est pire que le 49.3. Sur un sujet aussi important, je crois, ce qui nous différencie fondamentalement En Marche et le Parti Socialiste, c'est qu'il ne faut pas. On a vu ce qui s'est passé avec Manuel Valls en mettant le 49.3. C'est une mauvaise idée. Sur ce sujet-là, il faut une concertation large, vaste et intéressée. C'est assez paradoxal que vous, qui êtes inscrit dans votre circonscription, vous parlez de politique nationale, et que moi, je cherche à parler de politique locale de la circonscription. On y viendra tout à l'heure. Non, je veux parler de l'Alsace, je veux parler des problèmes de l'Alsace. Je suis déjà en contact, moi, avec le ministre de la Santé pour voir comment on peut régler la question des 30 000 personnes qui travaillent en Suisse ou en Allemagne. Là, on ne peut pas fermer les frontières, il faut aller vers l'extérieur. Il y a 9 000 contentieux aujourd'hui sur les questions de sécurité sociale. Désolé, M. Fuchs, vous avez vraiment beaucoup de temps. Moi, je réponds à des questions locales. Pour ce qui concerne la France insoumise, nous, on considère qu'il ne faut pas séparer la question de l'emploi des urgences du moment, c'est-à-dire l'urgence écologique et l'urgence sociale. Dans l'urgence écologique, il faut sortir des énergies carbonées et du nucléaire et arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Et on sait qu'en investissant dans les énergies renouvelables, on est capable de créer 900 000 emplois. Il faut favoriser l'agriculture écologique et paysanne, sans pesticides chimiques, avec des circuits courts, donc le localisme, et cela permettra de créer 300 000 emplois. Ensuite, sur la question sociale, il vaut mieux répartir les richesses créées par les travailleurs, salariés ou non, les artisans, les commerçants, les petits patrons, etc. Et pour cela, nous considérons qu'il faut les aider et créer pour les petites entreprises, pour les entreprises, un pôle public bancaire qui les aidera et afin qu'ils puissent bénéficier d'un escompte à taux 0.
Et pour cela, il faut aussi il faut abroger la loi El Khomri que le président Macron veut alourdir encore. Lara Millon ? Oui, moi je suis très contente qu'enfin on parle de priorité. Alors quand on dit qu'un député ne sert à rien, parce que c'est ce que je viens d'entendre, qu'il a juste besoin de dire oui ou non à l'Assemblée nationale, on n'a plus besoin de députés. Pour moi, un député doit avoir des priorités. Qu'est-ce que je veux faire pour mon territoire ? Alors, et la vraie question, c'est est-ce qu'on est macro-compatible ou pas ? Parce qu'on n'a pas posé ce genre de questions, mais la vraie question, elle est là. Aujourd'hui, on a un candidat En Marche qui, le doigt sur la couture du pantalon, votera tout, et c'est comme ça, on est clair, tout ce que le projet présidentiel va proposer. C'est clair. Non, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le projet, mais bien sûr que si, vous le savez très bien. Alors ensuite, aujourd'hui, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Non, mais vous dites des choses à ma place. Alors, laissez terminer Lara Millon. Alors, aujourd'hui, dans le projet présidentiel, on a quand même, vous parliez du pouvoir d'achat tout à l'heure, 1,7% de CSG en plus, y compris les retraités. Je veux dire, aujourd'hui, les retraités, ça fait des années, gouvernement de gauche depuis 5 ans, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de revalorisation pour les retraités. Et aujourd'hui, en plus, il y a 1,7% de CSG. Je reprends le projet présidentiel sur la justice, sur la police, sur la gendarmerie, sur l'immigration, sur les hôpitaux, sur les fermetures des classes rurales. Aujourd'hui, je suis désolée, dans le projet présidentiel, il n'y a rien. Il y a certaines choses qui sont bien. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il faut aller pour la France, qu'il faut répondre aux problématiques pour notre territoire et pour la France. Je suis catastrophée quand je vous ai entendu, M. Fuchs, dire que l'Alsace est en déclin. L'Alsace a des richesses, l'Alsace est un beau territoire, l'Alsace a des frontaliers qu'on a laissés sur le banc depuis des années sur leur droit d'option, ils n'y comprennent plus rien, personne ne les a accompagnés. Vous parliez de 9000 dossiers, la faute à qui ? Alors franchement, et en plus, vous osez dire que le président a pris les meilleurs à gauche et à droite. Vous êtes d'où ? À gauche, à droite, on ne sait pas. Il y a des valeurs. Et les valeurs, elles sont là. Alors on parle de pouvoir d'achat, d'économie. Les charges, les entreprises, les TPE, les PME, les artisans aujourd'hui croulent sur les lourdeurs administratives, croulent sur les normes. Il faut les accompagner. Moi, j'ai une méthode de travail. Ma méthode de travail, c'est de travailler, de faire des réunions de travail avec les associations. On ne parle pas des associations. Heureusement que nous avons les associations. Avec les TPE, les PME, les artisans, avec les élus. Ça, il faut travailler, accompagner et créer du national à partir du local. Et c'est comme ça qu'on y arrive. À les écouter, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé jusque-là. Il n'y a pas comment l'emploi, vous le défendez sur votre circonscription? Alors, écoutez, il s'est passé pas mal de catastrophes dans le dernier gouvernement sur l'emploi. Notamment une mesure qui était d'intelligence, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires. Elle a quand même créé une émulation au sein des entreprises qui a permis effectivement aux gens de gagner plus et d'investir dans des objets qu'ils n'auraient peut-être pas achetés et qui créent de la relance au niveau du tertiaire. Donc je pense que voilà déjà un domaine qui a été rayé de la carte et c'est dommage. Par ailleurs, il faut arrêter d'avoir des revenus d'origine sociale plus élevés très souvent que des revenus du travail. Il faut valoriser le travail. C'est le travail qui doit rapporter. C'est le travail qui est une richesse pour l'être humain. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut changer concrètement? Les heures supplémentaires sont le programme d'Emmanuel Macron, défiscalisation. Oui. Alors, il faut rappeler ça. Vous nous permettez de relever le challenge. Je la voterai. Non, mais c'est dans le programme. Parce qu'on est là pour la France et pour je n'ai pas dit que ce n'était pas dans le programme. Aujourd'hui, ça a été supprimé. Aujourd'hui en France, et évidemment en Alsace, si on prend l'Alsace, 11% des emplois en Alsace relèvent des économies sociales et solidaires. Aujourd'hui, il faut accompagner cette dynamique sans relâche. Et ensuite, le deuxième point qui me semble important, qu'on a oublié ces dernières années, on en parlait, évidemment, vous en parliez tout à l'heure, Francis, quant aux baisses, pas des charges, mais des baisses, permettent donc aux entreprises d'avoir des déductions sur les bas salaires. Moi, je pense qu'il faut vraiment orienter notre vision pour relancer le travail autour des petites entreprises, des ETI, des TPE, des PMI, etc., qui sont vraiment des sources locales d'emploi non délocalisables, où l'ensemble, on va dire, de ces entreprises peuvent fournir un travail à des gens qu'ils connaissent. Et pour ça, il faut engager une vraie baisse des charges massives. Moi, je parle de moins 20%. Et c'est aux entreprises de créer de la richesse. Baisse des charges massives. Vous êtes deux à être très en retard en temps de parole. Madame Millon a évoqué tout à l'heure, effectivement, la hausse de CSG de 1,7 points qui est proposée par M. Macron. Et on oublie de dire aussi qu'évidemment, elle va toucher d'abord les petites retraites. Tous les retraités qui nous regardent et qui touchent plus de 1 200 € par mois seront touchés par cette hausse de la CSG. Et dans le même temps, M. Macron propose de baisser l'impôt sur la fortune, en excluant notamment les revenus liés à l'actionnariat,
Donc là, on a vraiment affaire à un gouvernement d'injustice sociale. Et je dois dire que sur ce terrain-là, il y a convergence entre le programme de La République En Marche et celui des Républicains. On a vu récemment les élus de la droite mulhousienne, à laquelle appartient Madame Million, s'extasier devant l'ouverture d'un Starbucks au centre-ville de Mulhouse. Avec tout ce que cette entreprise représente en termes d'injustice fiscale, Starbucks, 17 milliards d'euros de bénéfices, ne paie pas d'impôts en France. Et évidemment, quand une entreprise comme celle-ci ne paye pas d'impôts, on reporte tout ça sur les classes moyennes, sur les classes populaires et sur les TPE-PME. Donc on ne peut pas parler de baisse. Vous savez que c'est un Alsacien qui a créé Starbucks, vous ne savez pas ça. C'est un Alsacien qui a créé Starbucks. Non mais c'est pas la question, mais peu importe. La question c'est la contribution de cette entreprise qui ne contribue pas à l'économie nationale. Ça s'appelle de l'injustice sociale. Et peu importe qu'elle soit favorable à un Alsacien ou à un Américain, c'est de l'injustice sociale. Ce que les Français attendent, c'est de l'emploi. Ça me dérange pas. On n'est pas isolé dans le monde. Francis Hilmeyer, il fallait accueillir Starbucks à Mulhouse? Bien sûr qu'il fallait accueillir, ça crée de l'emploi. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle a droit à des cadeaux comme ça fiscaux alors que les TPE et PME, elles, sont obligées de supporter tout ça? À partir du moment où on crée de l'emploi, on a déjà gagné quelque chose sur le terrain. Ensuite, il faut simplifier le droit du travail, cela a été dit. Mais donc c'est ça une priorité, simplifier le droit du travail. Ensuite, il faut revenir vers des réalités qui sont l'apprentissage qu'on ne met plus assez en avant. On a voulu faire que des étudiants de toute la jeunesse. Permettez-moi, mais quand Starbucks ne paye pas d'impôts, on reporte ça sur les TPE et sur les PME. Donc c'est pas Starbucks qui va créer la richesse en Alsace. Alors qu'elle n'est pas les impôts des autres. Donc il faut permettre aux entreprises de créer une dynamique d'emploi. Il faut permettre aux entreprises de travailler à armes égales. Vous parliez de l'apprentissage, Francis Hilmeyer. Oui. Voilà, alors l'apprentissage est effectivement une force en Alsace, mais il faut développer davantage l'apprentissage et le travail en alternance. Ça fait des années qu'on dit Ensuite, ça. Ça fait des années qu'on le dit, bien sûr. Il faut favoriser l'enseignement professionnel public, qui est important. On fait nos politiques. Arrêtons de ne faire que du public, car en faisant que du public, on crée de la fonction publique et on ne crée pas d'autres richesses. On a besoin de richesses. C'est-à-dire, on a besoin de créer de l'enseignement privé pour l'apprentissage? Non, l'apprentissage se fait chez un patron. Mais vous savez, moi, on a bien sûr en alternance. En alternance, oui. Donc on a les deux versants. Mais à côté de cela, il faut aussi donner aux entreprises la possibilité de travailler sur un pied d'égalité. Nous sommes une région frontalière. Regardez les travailleurs saisonniers, ne serait-ce que sur les asperges et les fraises, par exemple. Prenons des exemples concrets. Vous travaillez en Allemagne, vous n'avez pas de charge sur les travailleurs saisonniers. Vous faites exactement le même travail en France, vous avez des charges, ce qui vous fait que l'asperge française, alsacienne, coûte 2 fois plus cher que l'asperge en Allemagne. Alors ils vont bien sûr la vendre presque au même prix, mais ils auront plus de bénéfices. Donc ça, c'est pas normal. Alors il faut effectivement que nous trouvions, on n'a pas parlé d'Europe, mais il faut que nous trouvions les... Mais c'est le mécanisme l'harmonisation sociale et fiscale. Le mécanisme des charges permettra de lisser. Il faut égaliser le droit du travail, l'harmonisation mais aussi sur la protection des salariés, car les salariés n'ont pas la même protection partout en Europe, sur la santé, mais sur la va pas se décider à l'Assemblée nationale. On fait nos politiques depuis des années sur ça. Les normes européennes sont les mêmes. Non, ce n'est pas facile. Je ne suis pas là dans la facilité. Les normes européennes, les normes européennes existent pour tous les pays européens et pourtant, eh bien, en France comme en Allemagne, eh bien, on les utilise différemment. On parle beaucoup de lourdeur administrative, de charges sociales et salariales, mais on oublie de dire qu'il y a une charge qui pèse sur les entreprises, c'est la logique de rentabilité financière immédiate et à court terme qui est imposée à toutes les entreprises, qui les oblige à licencier ou à délocaliser. Nous proposons un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire qui à la fois n'entrave pas le développement des pays pauvres afin de tarir une partie de l'immigration ou de l'émigration, et qui en même temps protège les productions nationales des pays qui ne respectent pas les règles de l'Organisation internationale du travail et qui ne respectent pas les normes écologiques. Encore un mot, Bruno Fuchs, on est presque à la fin de l'émission. Tout à fait. D'abord, moi je pense que l'ensemble des propos tenus ici renvoient au programme du président Macron. Il a été élu. L'apprentissage, 15 milliards. Il n'y a jamais eu d'équivalent de plan aussi important sur l'apprentissage et sur la formation, 15 milliards d'euros. Et pour la région Alsace, je suis d'accord avec Lara Millon, il y a des potentialités énormes. Je veux faire de cette région et de la Haute-Alsace un modèle pour la France. Je vous rappelle qu'on n'a plus de région Alsace.
Et que de malheureusement, l'identité alsacienne, de ce territoire, de nos territoires. Et ça, c'est pas de ma faute. Et en tant que vice-présidente du conseil départemental, avec d'autres conseillers départementaux, nous allons effectivement tout faire pour retrouver une collectivité territoriale à statut particulier. C'est le premier point de mon programme. Revenir sur le Grand Est. Et pour que l'Alsace existe, les communes et les départements. Et qui est-ce qui le mieux peut défendre cette proposition? Moi, je n'ai rien vu sur les grandes régions du programme Macron. Tout à fait. Je n'ai rien vu. Non, c'est dans mon programme exactement. Et qui est le mieux placé pour la défendre auprès du gouvernement? Cette proposition. La France insoumise. Et ça sera le dernier mot de ce débat. On n'a plus le temps. Je suis désolée, on arrive au bout. Ce qui est important, c'est que vous êtes en tout 16 candidats à briguer le poste de député dans cette 6e circonscription du Haut-Rhin. Tous n'étaient pas sur ce plateau. Voici le nom des autres candidats que vous pourrez également retrouver sur notre site Internet. Je vous remercie pour votre participation à ce débat qui est déjà terminé. Prochain débat sur notre antenne, ce sera mercredi à 18h avec des représentants alsaciens des différents partis engagés dans cette campagne. Dans quelques minutes, les informations régionales vous seront présentées par Sylvie Malal. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit aujourd'hui Marine Le Pen, présidente du Front National. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Nous avons oublié l'écologie. J'en ai pas.